Le développement technologique est un pilier aujourd'hui dans l'innovation dans plusieurs domaines à travers le monde. Cependant, il faut être extrêmement créatif pour mettre en place des produits non seulement commercialisables, mais capables de rivaliser sur le plan international. OSE édition 4 a déniché une pépite avec qui nous parlerons de technologie, d'innovation et surtout de débouchés. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Sommaire. Au sommaire de cette édition, plein phare sur l'innovation technologique avec une incursion dans une entreprise de geeks qui de manière exceptionnelle accompagne les entrepreneurs africains d'Afrique et de la diaspora. En posture d'invité, Mbonlikeng Hervé, directeur général de l'Atnacart, qui revient sur la création de son entreprise, son développement, ses difficultés et ses projets à venir sur le plateau de Tina Songé. Et ne manquez pas la rubrique Les petits secrets éco de Mbouchouang Gomsi en fin d'émission. Mbonlikeng Hervé, directeur général chez Atnacart, une entreprise camerounaise axée sur l'innovation technologique et surtout la commercialisation des produits qu'elle-même développe, est avec nous ce jour. Mais avant de vous faire découvrir cette entrevue exclusive, faisons une incursion dans leur quotidien. Tout de suite, c'est dans la rubrique Inside. Dans un environnement compétitif, les entreprises font face à des défis de rentabilité et de performance tels que des retards et un manque d'assiduité des employés. Grâce à son application, Atnacart propose des solutions innovantes afin de créer un environnement de travail plus productif et d'optimiser la performance globale des entreprises. La technologie devient ainsi un atout essentiel dans ce contexte. Pour beaucoup d'entreprises dans notre contexte, la performance de ces entreprises-là sont directement liées à l'absence d'outils de management du personnel. Un chef d'entreprise, par exemple, qui n'a pas la possibilité de savoir exactement si ses employés étaient au travail, ou si ses employés sont assidus, qui n'a pas accès à ces informations-là, crée dans son entreprise un laisser-aller qui fait en sorte qu'en fait, l'employé vient travailler quand il veut. Donc c'est justement cette réalité-là, à cette réalité-là qu'on a essayé d'apporter une solution qui vient en réalité donner la possibilité au chef d'entreprise non seulement lui d'avoir des informations qui lui permettent de savoir si effectivement ses employés sont ponctuels, ils sont au travail, mais aussi de donner en fait à l'employé lui-même un outil qui lui permet d'analyser ses performances et de prendre son travail un peu plus au sérieux parce qu'il a accès à une application qui lui permet d'avoir des données concrètes sur son comportement. Mais concrètement, comment fonctionne ce mécanisme ? La particularité de ce système-là, comme je vous l'ai expliqué, c'est une badge mobile, c'est qu'on n'a pas besoin d'un terminal fixe sur un mur. C'est le téléphone portable de l'employé ou le téléphone que l'entreprise fournit à l'employé pour les besoins de service qui permet à l'employé, avec notre badge, de signaler sa présence. Donc, nous avons plusieurs facteurs d'authentification qui nous permettent de garantir à 100%
à l'employeur que son employé est physiquement présent dans son lieu de service. Donc, quand on met en place le setup du projet du client, on définit la zone géographique dans laquelle son entreprise est située dans une application. Après avoir défini cette zone géographique-là, on produit un badge. Le badge-là n'est utilisable que sur un seul portable. Donc, les collègues, par exemple, ne sont pas capables, un collègue n'est pas capable de te donner son badge pour que tu badges à sa place. Donc, on a déjà ces deux facteurs d'authentification-là. Le troisième facteur d'authentification, plutôt, c'est votre téléphone portable qui ne peut être utilisé qu'avec qu'un seul badge. Et le dernier facteur d'authentification, c'est les données biométriques de l'employé. Donc l'employé doit être physiquement dans la zone géographique qui a été définie comme étant l'espace dans lequel il est censé travailler. Il va utiliser son badge et notre application pour signaler sa présence. Et maintenant, pour confirmer qu'il est physiquement là, on va lui demander en fait de s'authentifier avec ses données biométriques qui peuvent être ses empreintes digitales dans le cas de toutes les personnes qui utilisent la version Android de notre application ou de ces données biométriques dont son empreinte faciale dans le cas de ceux qui utilisent les téléphones iPhone. Pour rendre Adna Cards opérationnel, c'est ici que l'innovation prend vie. L'entreprise a su s'entourer d'une équipe dynamique de jeunes développeurs qui travaillent principalement en présentiel tout en intégrant également le télétravail. Cette flexibilité permet à l'équipe de collaborer efficacement tout en bénéficiant des avantages du travail à distance. Chaque membre de l'équipe apporte des compétences variées, contribuant à une application robuste et innovante. Ici, là, ce sont des développeurs front-end et back-end. Développeurs front-end et back-end, c'est-à-dire front-end, c'est la partie vue. Si vous voyez par exemple un site web ou bien une application mobile, cette partie que vous pouvez voir avec vos yeux, c'est ça qu'on appelle le front-end. Et maintenant, le back-end, c'est la partie qui est invisible, la partie qui gère toute la logique. Donc, ces trois-ci sont chargés de souvent m'assister dans le développement. S'il y a des tâches à faire, je leur donne des tâches individuellement et elles me font le compte rendu après. Grâce à une communication fluide et un bon esprit d'équipe, les développeurs réagissent rapidement aux besoins des utilisateurs et améliorent continuellement Adna Cards, s'adaptant ainsi aux exigences du marché. Les clients ne sont pas trop habitués ni informés sur les services digitalisés. Ce qui fait en sorte que quand on parle même de nos produits, parfois certaines personnes ne vont pas réagir, surtout si on doit prendre contact avec le client par mail. Ils ne vont pas répondre parce que les Camerounais n'ont pas l'habitude de vérifier leur boîte mail par exemple. Donc cette prise de contact avec les clients rend un peu la communication difficile parce que les gens sont plus habitués au face-to-face. Dans une entreprise digitale dépendant d'Internet, l'instabilité de la connexion est une difficulté majeure pour les jeunes développeurs. Tout dysfonctionnement du réseau peut entraîner des interruptions affectant la productivité et le respect des délais. Il y a certains jours où on veut travailler et Internet ne donne pas, carrément ça ne passe pas. Donc on passe parfois toute une journée, on n'arrive pas à avancer parce que la connexion est lente. Ça ne donne pas, ça c'est la difficulté majeure. Bon, le plus souvent, nous sommes obligés de partir faire le transfert de crédit, payer un forfait Internet qui va nous coûter plus cher. Par exemple, 10 gigas, que parfois ça ne tient pas toute la journée. On se retrouve en train de dépenser 10 000, 15 000 seulement pour une seule journée de travail. Dans un monde où la connectivité est essentielle, une interruption de service peut compromettre non seulement le suivi des heures de travail, mais aussi la confiance entre l'employeur et l'employé. La dépendance à un Internet instable peut engendrer diverses difficultés ayant un impact direct sur le client. Par exemple, en cas de coupure d'Internet, il devient difficile de vérifier la ponctualité des employés.
Cela soulève une question cruciale. Comment Adna Cards peut-elle garantir à l'employeur que l'employé est bien arrivé à l'heure dans l'entreprise? Chaque employé a accès à notre application en fait. C'est sur notre application qu'il bâtit. Et nous avons prévu justement dans notre application l'employé ait la possibilité de justifier les raisons pour lesquelles il est absent ou les raisons pour lesquelles il n'a pas pu badger. Donc, quand il le fait, si par exemple il arrive à l'entreprise et il y a une coupure de courant et l'entreprise peut-être n'a pas de groupe électrogène ou il y a une coupure d'internet et l'entreprise n'a pas de backup internet, vu que c'est une situation qui est vécue par toute l'entreprise et même le responsable des ressources humaines de l'entreprise, tout ce qu'il aura à faire quand la situation va être rétablie, c'est écrire une note à travers l'application et justifier et dire que bon, il n'a pas pu badger ce jour-là, justement parce qu'il n'y avait pas d'internet. Et dès qu'il va l'envoyer à la hiérarchie va recevoir sa requête et va juger si oui ou non elle est pertinente ou pas. Et si elle est pertinente, donc s'il a raison, s'il y a des éléments qui prouvent justement que ce qu'il dit est vrai, l'entreprise va simplement effacer cette journée-là de son compte rendu. Donc au lieu qu'il ait une journée d'absence, il aura une journée, en fait dans le système, ce sera perçu comme une journée où finalement il était présent. Cependant, au-delà des difficultés, Adna Cards, en tant qu'entreprise principalement axée sur le digital, est confrontée à des risques de cyberattaques omniprésents. Le genre de problème auquel nous, on s'attend peut-être à faire face, c'est plus le genre, le compte par exemple de l'entreprise peut être piraté. Pas parce que la plateforme n'est pas sécurisée, mais parce que le vrai facteur de sécurité dans ces cas-là, c'est souvent l'utilisateur. Donc si l'utilisateur n'est pas responsable dans sa façon de gérer son application, dans sa façon de gérer l'application qu'on a mis à leur disposition, un hacker peut pirater leur compte, pas notre serveur, mais peut pirater leur compte et leur faire du chantage. Malgré les dangers des cyberattaques, une gestion efficace des risques a permis à Adna Cards de prospérer dans un paysage numérique complexe, en adoptant des stratégies de sécurité robustes et restant vigilant. Dans le cas où une entreprise, par exemple, subit une attaque de ce type-là, on a des backups qui peuvent nous permettre de restaurer toutes leurs données et tout leur fonctionnement rapidement en moins de 24 heures, de telle sorte que on change aussi tous les accès, de telle sorte que s'il y avait quelqu'un qui avait accès à leurs données, qu'il n'y ait plus accès. Investir dans des solutions durables pour limiter les retards est essentiel dans un environnement compétitif et contribue également au bien-être des employés. Adna Cards estime actuellement que ses revenus générés par cette solution innovante s'élèvent à plusieurs milliers d'euros. À ce jour, notre solution nous a permis de générer 43 000 euros. À ce jour. Et notre objectif pour juin 2026 est de faire au minimum 150 000 euros. Si notre produit est plébiscité et est apprécié beaucoup plus que ce que nous on pense, on peut se retrouver en train de faire au minimum 1 million d'euros. Dans un monde économique en évolution, la rentabilité et la performance des entreprises sont cruciales pour leur survie. Les retards des employés constituent un défi majeur pour de nombreuses entreprises. En résolvant ce problème, elles peuvent améliorer leur rentabilité et renforcer la satisfaction des employés. Nous vous l'annoncions en début d'émission, nous sommes en compagnie de Hervé Mbom, directeur général de Adna Cards, avec qui nous parlerons du développement technologique comme pilier de développement en Afrique et peut-être au Cameroun. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame Sonkin. Asseyez-vous. Comment vous allez?
Très bien, merci. Vous avez l'habitude des interviews, plateau télévision? Non, tout non, ça? non, non. Non, non. C'est la toute première. La toute première. Mhm. J'espère que je pourrai vous mettre à l'aise. Hein. On va essayer. Alors, Adnacart, c'est quoi exactement? Adnacart est une pointeuse mobile géolocalisée. Donc, on a pensé à mettre le concept en place. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entreprises en Afrique, la performance est directement affectée par le manque d'outils de gestion de personnel fiables. Donc, quand une entreprise ne peut pas suivre ou évaluer concrètement la présence ou la ponctualité de ses employés, ça crée souvent un laisser-aller. Le chef d'entreprise n'a aucune idée. Il ne sait pas si ses employés sont là ou pas. Mais il a un client qui l'appelle et qui lui dit qu'il passe. Il envoie le client dans son entreprise, mais le client n'a pas trouvé que c'est fermé. Parce que justement, il n'a pas accès à ce type d'outil-là. Donc, c'est en fait pour répondre à cette réalité-là qu'on a mis en place cette solution-là. Mais pourquoi ce sujet en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé? Est-ce que vous avez vous-même été victime de ce genre de choses? Pourquoi le sujet en particulier des retards des employés? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est des frustrations qu'on vit tous. Donc, j'ai une entreprise, avant de mettre en place celle-ci, j'ai une autre entreprise que j'ai où plus d'une fois, on a dû soit perdre un contrat, soit perdre un client. Parce que justement, soit l'employé n'a pas été ponctuel, soit l'employé n'a même pas été là. Donc, les tâches sur lesquelles il était censé travailler et que nous, on pensait qu'il était en train d'exécuter, ne les a pas fait. Et vous vous retrouvez en train de vous excuser auprès d'un client pour des fautes, parce que vous n'avez pas un outil qui vous a permis de vérifier si effectivement l'employé est à son poste ou si effectivement l'employé est en train de travailler. Alors, qu'est-ce qui vous emmène dans la création technologique, vous en tant qu'individu? C'est ma formation initiale. Donc, j'ai fait mes études ici. Et pendant que je faisais mes études à Douala, notre établissement avait mis en place un petit concours dont il était question que les étudiants de notre cycle qui étaient là devaient rester pendant les fêtes et développer des fêtes de fin d'année au lieu de rentrer en famille. Donc les fêtes de fin d'année pour travailler sur un petit projet. Donc sur pratiquement 200 personnes qui étaient là, je suis pratiquement le seul qui avait rendu son projet fonctionnel. C'était quoi ton projet à l'époque? C'était une radio en ligne. Ah, et ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Ça veut dire que vous pouvez mettre une télévision en ligne aussi? Bien juste sûr, pour savoir? Bien sûr, bien sûr. Ça entre dans le domaine d'expertise et de compétences de notre entreprise. Donc, après qu'on ait fait ça, l'école a voulu me recruter et j'ai dit non. Pourquoi? C'est à ce moment-là, justement, parce que justement, la même année, on a eu des formations sur l'entrepreneuriat. Je crois que c'était les toutes premières formations sur l'entrepreneuriat. C'était en quelle année à peu près? Je crois que ça devait être en 2010. C'était après le discours du président de la République qui encourageait les jeunes à entreprendre. Directement, on a inséré des programmes sur l'entrepreneuriat qui a fait en sorte qu'on puisse... en fait, je me suis rendu compte que j'avais des compétences et que je pouvais mieux les exprimer en fait, en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié d'une institution universitaire en fait. Et donc, mais c'était courageux à l'époque. Et donc, vous lancez votre entreprise en quelle année? On lance effectivement l'entreprise en 2012. On commence avec l'entreprise. On est rattrapé par le manque d'informations, le manque de formation même. Ce qui fait qu'on fonctionne de 2012 à peut-être 2008 et on arrête. Après, de 2012 à 2018? 2018 justement et on arrête. Après, j'ai une opportunité pour travailler sur un programme de l'Union européenne sur 3 ans. C'est à la fin de cette formation-là qu'on revient donc maintenant un peu plus outillé parce que tout ce qui nous manquait en termes de formation, en termes d'expérience, en termes d'information, en termes de réseau, on avait réussi à mettre ça en place et on relance officiellement en 2010. En 2010? En 2020. Voilà. Donc, avec quoi? Quand vous vous lancez, qu'est-ce que vous avez comme matière?
Vous avez de l'argent, vous avez combien? Vous avez des personnes, elles sont combien? Vous avez des locaux? Bref, qu'est-ce que vous avez en termes de matière quand vous commencez? Quand on commence en 2020, on n'a presque rien. On n'a presque rien. On a un peu d'argent. C'est-à-dire? On devait avoir 2,5 millions à peu près. Ouais. On a eu la chance que pour le local, j'ai une tante à moi qui nous a offert gracieusement le local. Wow. Donc les 2,5 millions nous ont permis de l'aménager, payer le matériel, payer la plaque, tout le nécessaire en fait pour qu'on... Le matériel, on parle d'ordinateur? D'ordinateur, le mobilier pour pouvoir, les bureaux et le nécessaire pour pouvoir recevoir la clientèle. Et quand vous commencez, qu'est-ce que vous faites en premier? Parce que je suppose que vous n'avez pas directement commencé le développement, si? Non, non, non. On ne pouvait même pas commencer le développement à cette période-là parce qu'on était jeunes. Il y a très peu d'entreprises qui croyaient en notre capacité de digitaliser, par exemple, les systèmes d'information qu'ils allaient mettre en place. Le marché, donc l'aspect du marché en informatique, en technologie qui passait, c'était la conception de sites web, la conception d'identité de marque. Ouais. Donc quand on a commencé, on a toujours eu pour ambition de développer des applications de gestion qui vont permettre d'aider les entreprises dans leur fonctionnement. Mais on a dû commencer déjà par travailler sur l'identité des marques des entreprises, les sites web. C'est ça qui nous permettait aussi de gagner peut-être aussi en crédibilité, gagner en compétences, de développer notre portefeuille, mais surtout d'avoir la trésorerie nécessaire pour grandir. Voilà. La trésorerie m'intéresse beaucoup. Alors, vous avez commencé, vous aviez, on va dire, 2,5 millions, vous aviez un local qui vous a été offert. Le local valait à peu près combien, s'il fallait évaluer? S'il fallait l'évaluer, il est plutôt bien situé quand même. On va dire que 150 000. 150 000. Donc, vous aviez un local. Aujourd'hui, vous pesez combien? L'entreprise pèse combien? Aujourd'hui? Oui. Après quoi? 5 ans? Après 5 ans, on a une valorisation d'1 million d'euros. Wow. Oui. Vous avez des aides? Vous avez un accompagnement? Est-ce qu'il y a des investisseurs? Ou c'est les 2,5 millions de départ qui se sont multipliés? Ce sont les 2,5 millions de départ qui se sont multipliés. Mais actuellement, on bénéficie d'un accompagnement. Oui, le tout premier accompagnement, justement, de l'association Innova Factory qui sélectionne des entreprises pour les accompagner, soit dans un programme d'incubateur, soit dans un programme d'accélération. Est-ce qu'ils vous ont vu et ils ont voulu travailler avec vous, ou alors c'est vous qui êtes allé vers eux? C'est nous qui sommes allés vers eux. Je crois que chaque 6 mois, ils lancent un appel à candidature. Donc on postule, on présente le projet sur lequel on souhaiterait être accompagné. Ils ont un jury qui s'assoit, qui essaye d'évaluer si le projet vaut la peine d'être accompagné. Et on travaille avec eux. Quelles sont vos plus grosses difficultés de votre point de vue? De notre point de vue, nos plus grosses difficultés aujourd'hui sont d'ordre au niveau de la pénétration du marché. Donc le problème quand on développe une entreprise dans notre contexte, une entreprise technologique dans notre contexte avec les géants du secteur qui sont là, c'est qu'on n'a pas le capital, on n'a pas les moyens financiers pour être compétitif sur le plan marketing. Donc on a de très bonnes solutions qui sont performantes, parfois même bien plus performantes que ce qu'eux ils proposent, mais on n'a pas les moyens financiers en réalité qui vont nous permettre de nous assurer que absolument toutes les personnes qu'on cible sont au courant que notre solution existe. Donc parfois on a une solution, mais notre cible n'est pas au courant. Donc voilà la principale difficulté par laquelle nous on passe. Donc, et c'est justement ce qui fait l'objet de l'accompagnement, de notre accompagnement au niveau de l'association Innova Factory. On est censé travailler sur une stratégie qui va nous permettre justement d'être plus visible auprès de nos cibles directement, avec le peu de moyens qu'on dispose. D'accord. Vous avez des débuts de solutions donc à cette principale difficulté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a toujours d'autres.
Il y en a toujours d'autres. Je présente celle-là parce que j'estime que c'est elle qui nous freine. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, les entreprises technologiques, vous avez deux façons de vous financer. Soit ce sont vos clients qui vous aident à vous développer, soit vous avez des investisseurs qui décident, qui croient en votre projet, qui décident d'injecter de l'argent pour que vous développez. Mais notre problème principalement est à ce niveau-là. Les autres problèmes, en réalité, c'est des problèmes que je ne peux plus considérer comme des problèmes parce qu'on a des solutions qu'on applique déjà. Par exemple, on a du mal à développer notre produit suffisamment rapidement. Pourquoi? Parce qu'on est parfois obligé d'abandonner le développement de notre produit pendant 2 ou 3 mois pour aller travailler sur des projets des clients pour gagner la trésorerie qui va nous permettre d'avancer. Vous voyez un peu. Or, si aujourd'hui, avec l'accompagnement dont on bénéficie même déjà, si on trouve une solution qui nous permet de faire en sorte que les produits qu'on a déjà mis en place, qui sont sur le marché, génèrent suffisamment de revenus pour qu'on n'ait plus besoin d'aller travailler sur d'autres projets, on va travailler beaucoup plus vite. Donc, on a ce problème-là, c'est que comparé à la concurrence, surtout à l'international, même pas sur le plan national ici, par rapport à la concurrence, on est un peu plus lent dans le développement de nos produits qu'eux. Est-ce que la connexion Internet a quelque chose à voir avec la qualité ou la rapidité de votre travail? La qualité de la connexion Internet? La vérité, c'est que quand on avait commencé à développer, on dépensait trop à Internet parce qu'on était obligé de payer des datas. On se retrouvait avec des factures parfois de 300 000, 400 000 pour une petite équipe seulement pour Internet. Mais après, Camtel est venu avec une offre qui a résolu le problème. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont pas de difficultés, mais honnêtement, en termes de stabilité, la fibre optique, je précise bien, leur service fibre optique est de très bonne qualité. Le seul problème, sans pub, hein, oui, sans pub. Le seul problème qu'on a avec eux, malheureusement, c'est que quand il y a une panne, elle met long. Notre poteau de fibre optique est tombé il y a pratiquement 2 mois, jusqu'à aujourd'hui il est au sol. Donc on a dû repartir vers des backups, vers des modems, ce qui a encore fait gonfler nos factures de fonctionnement. J'allais justement demander où est-ce que vous dépensez le plus d'argent. Quand vous avez démarré votre entreprise, je suppose que la trésorerie, c'était pas ça. Comment vous avez fait pour pallier aux problèmes de trésorerie au début? Et aujourd'hui, où est-ce que vous mettez le plus d'argent? Pour pallier nos problèmes de trésorerie, la vérité c'est que quand on lançait notre entreprise en 2020, on n'avait pas de trésorerie. On avait la foi. Je vous promets que le premier employé que je recrute, quand on le recrute, on n'a rien dans la caisse. On n'a même pas un client qu'on est sûr que... Mais vu la demande sur le marché, on se disait qu'on peut se permettre de recruter parce qu'on va le recruter et le travail qu'on va faire au mois, on va trouver le moyen de le payer. Et par la grâce de Dieu, les choses se sont faites. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. À chaque fois qu'on a dû recruter, on n'avait honnêtement jamais de trésorerie prête. Mais on avait toujours l'opportunité de tomber sur un marché ou sur une opportunité qui nous donne ce qu'il faut pour qu'à la fin du mois, on paye. Alors, nous allons, avant de partir, qu'est-ce que vous faites dépenser aujourd'hui? Ce qui nous fait dépenser aujourd'hui le plus, c'est pour une entreprise comme la nôtre, il y a les salaires et il y a, comment on appelle ça, les équipements, les intrants. Parce que nous, aujourd'hui, on a des solutions qui nous demandent des équipements d'impression et la matière première. On a des cartes, des badges dont on doit imprimer dessus. Donc, il n'y a que ces deux postes-là. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, ce qui devrait nous faire dépenser le plus, c'est notre marketing et notre communication. Mais on n'était pas encore prêt en réalité sur ce plan-là. Et comme on travaille déjà avec Innova Factory, on va essayer de mettre beaucoup plus d'argent dedans. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance qu'on a une solution en réalité qui est stable, qui est prête pour le marché. Maintenant, on peut se permettre de mettre de l'argent dedans pour aller vendre. D'accord. Alors, nous allons parler de vos produits.
les deux que je connais, que vous avez mis sur pied de fond en comble. Mais avant cela, nous allons retrouver notre expert en finance, M. Bouchang, avec qui nous parlerons d'un sujet qui vous intéresse certainement. On se retrouve juste après avec notre invité. Bonsoir, chers téléspectateurs de notre émission. Merci de nous retrouver une fois de plus à notre rubrique Les petits secrets éco. Aujourd'hui, nous ferons une comparaison entre un crédit bancaire et un crédit tontine et pouvoir choisir celui qui convient le mieux en fonction de nos différents besoins. Comme vous le savez, au Cameroun, les crédits bancaires et les crédits tontine sont les deux modes de financement les plus utilisés. Cependant, elles présentent des différences notables en termes d'accès, de garantie, d'éligibilité et de coût. Avant de sélectionner la meilleure option de crédit qui correspond à nos différents besoins, nous allons d'abord pouvoir comprendre ce que c'est qu'un crédit bancaire et identifier ses différentes caractéristiques. De même, nous le ferons également avec un crédit tontine. Un crédit bancaire est un prêt qui est accordé par une institution financière, à savoir une banque, commerciale ou une microfinance. Cependant, ces caractéristiques sont assez rigoureuses. Premièrement, elle a des procédures assez strictes. Elle exige de celui qui sollicite un crédit bancaire de pouvoir mettre à la disposition de la banque ses relevés de paiement, son historique bancaire et des garanties. L'autre caractéristique également ici, c'est qu'elle met à disposition des montants élevés pour financer des projets d'envergure, avec des taux d'intérêt assez encadrés, variant généralement entre 8 et 15%. Elle exige également que le requérant, celui qui sollicite le crédit auprès de la banque, puisse mettre à disposition de l'institution un dossier complet dans lequel il explique les raisons pour lesquelles il sollicite un crédit, avec des délais de traitement allant de 2 à 10 semaines. Quels sont donc les inconvénients pour obtenir un crédit bancaire? La première des choses, c'est que les conditions sont assez strictes et difficiles pour des personnes qui exercent dans l'informel ou qui n'ont pas de revenus conséquents. La deuxième chose, c'est le risque de solvabilité si le crédit est mal géré. Après avoir présenté en quoi consiste un crédit bancaire, ses différentes caractéristiques, nous vous présentons cette fois ce que c'est qu'un crédit tontine et comment est-ce que celle-ci se déploie. Un crédit tontine, c'est un crédit qui est obtenu dans le cadre d'un cercle d'épargne informel qui peut être une tontine ou alors une association communautaire. Et dont les caractéristiques sont les suivantes. Premièrement, un accès rapide au crédit pour ses membres, puisque ces derniers contribuent de façon permanente, souvent un échéancier aux différentes activités de la dite tontine. Deuxièmement, peu ou pas de garantie, parce qu'ici, on s'appuie beaucoup plus sur la solidarité qui existe entre les membres et l'historique de participation de celui qui sollicite le crédit aux différentes activités. Troisièmement, les tontines mettent à disposition des montants très faibles, généralement adaptés à des besoins de scolarité pour des petits commerces, des activités vraiment minimes. Quatrièmement, les tontines favorisent ici un échelonnement de paiement qui est adapté aux ressources ou alors aux revenus de celui qui sollicite le crédit. Et cinquièmement, les tontines mettent à disposition malheureusement des taux qui sont assez élevés, qui varient généralement de 20 à 30%, mais toutefois qui sont négociables en fonction du montant sollicité et aussi des règles de la dite organisation. La tontine, bien qu'elle est plus accessible pour les membres qui sollicitent des crédits, elle est malheureusement aussi confrontée à des inconvénients. La première ici peut être le risque de défaut ou de conflit qui peut affecter l'ensemble des membres de la tontine. Deuxièmement, il n'y a pas de cadre légal formel pour pouvoir juger ou alors arbitrer des litiges et donc pas assez de recours. Et en dernière position, il est difficile de pouvoir lever des fonds élevés du fait de la faible capacité d'épargne des membres. À la suite donc des présentations des différences entre les crédits bancaires et les crédits tontines, quel type de crédit devons-nous choisir en fonction de notre capacité ou de projet que nous portons? Si vous privilégiez un crédit bancaire, nous vous conseillons de pouvoir porter un projet solide avec des garanties. Et si vous êtes également à la recherche d'un montant élevé et un taux d'intérêt bas,
Et pour finir, si vous souhaitez bénéficier d'un cadre légal et sécurisé dans l'exercice de vos activités. Optez pour un crédit tontine si vous avez des difficultés à obtenir un prêt auprès d'une banque, du fait que vous êtes un travailleur informel ou que vous n'avez pas une capacité financière conséquente. Nous vous conseillons également d'opter pour un crédit tontine si vous avez un besoin urgent de financement qui ne nécessite pas de mettre à disposition d'une institution un dossier complexe, ou alors, si vous préférez, ou alors vous optez pour un modèle basé sur la solidarité et la confiance. En définitive, nous constatons que le crédit bancaire est plus adapté et sécurisé pour les grands projets, tandis que le crédit tontine rapide et flexible est beaucoup plus adapté pour des besoins quotidiens, que ce soit en famille ou pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de fonds de roulement pour maintenir leur activité à flot. L'idéal serait donc de mixer les deux modes de financement en utilisant le crédit tontine comme tremplin pour construire sa crédibilité financière avant d'accéder au crédit bancaire. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi notre rubrique Les petits secrets éco et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition. Après cette courte pause, nous revenons donc avec notre invité, directeur général de Adnacart, Monsieur Mbom Hervé. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser est directe, c'est est-ce que vous avez déjà pris un crédit, qu'il soit bancaire ou dans une tontine? Bien sûr. Pour le développement de votre entreprise? Bien sûr, bien sûr. On a essayé avec des banques, ça ne s'est pas fait. Je ne vais pas donner le nom de la banque, mais ça nous a un peu surpris parce que c'est une banque avec laquelle on fonctionnait déjà, je crois que ça fait près de 4 ans. Donc ils voyaient bien qu'il y avait des mouvements dans le compte de l'entreprise. Mais ils n'ont pas voulu nous accompagner quand on a voulu payer les équipements dont on avait besoin pour produire nos cartes. On a dû se rabattre vers des tontines. J'ai la chance que j'ai des proches, c'est pas moi-même. J'ai des proches qui m'aiment bien et qui m'aident souvent justement à avoir de l'argent par cette voie-là. Malheureusement, c'est, comme j'ai dit, par rapport à la banque, ça peut s'avérer très coûteux dans le cas où on ne respecte pas les délais et il m'est arrivé une ou deux fois de prendre quelques mois de plus. Oui, parce que, donc au niveau des intérêts, c'est un peu lourd. Est-ce que vous conseillerez, vous, en tant qu'entrepreneur, un jeune entrepreneur, quelqu'un qui se lance, d'aller vers une banque ou une microfinance ou vers une tontine pour prendre de l'argent, ou vous lui direz d'économiser? L'économie, c'est compliqué quand on se lance. Microfinance, je pense que je conseillerais plus qu'ils aillent vers les microfinances parce que j'ai appris récemment par d'autres amis à moi qu'ils ont des programmes qu'on appelle par exemple domicilia. C'est que vous allez vers la microfinance, vous commencez à cotiser. Et sur la base des cotisations mensuelles que vous faites, après peut-être 1 an, ils peuvent commencer à prévoir un petit montant que vous pouvez partir prêter. D'accord. Vers la banque, ça ne sert à rien d'essayer. Ça ne sert à rien, vraiment, je le dis d'autorité. Si le jeune qui se lance, vraiment, c'est quelqu'un qui est à peu près dans la même situation que nous, qui n'a pas de garantie, ça ne sert à rien d'aller vers la banque. Les tontines, c'est une solution qui passe. Mais c'est une solution que si vous pouvez l'éviter, vous vaudrait mieux. Elle est beaucoup plus coûteuse de l'expérience que moi j'ai eue que celle des banques ou même celle des microfinances quand je vois le taux. Parlons de vos produits. Vous en avez 2 avec lesquels vous êtes déjà allé en extérieur. Racontez-nous déjà, dites-nous de quel produit il s'agit et quelle est votre expérience une fois que vous êtes sorti avec ces produits. D'accord. Bon, on a deux produits dont l'objectif de Adnacart, c'est de connecter les professionnels et d'assurer le suivi des employés. Donc, pour ce qui est de connecter le personnel, on a mis en place une carte de visite digitale donc, qui permet non seulement d'échanger de contacts, donc vous avez la possibilité de donner vos informations
et de récolter les informations de votre interlocuteur. Mais en plus de ça, on a ajouté la possibilité, par exemple, au-delà de partager votre contact, votre email, vos coordonnées, vous avez la possibilité de partager par exemple votre CV ou une plaquette qui présente vos informations de façon numérique bien sûr. Donc à côté de ça, on a aussi intégré à cette plateforme un planeur dynamique, donc un outil qui permet de planifier les rendez-vous avec les personnes que vous avez rencontrées, mais de façon dynamique. Ça signifie que sur notre application, vous avez la possibilité en réalité d'identifier vos jours de disponibilité. Et quand vous partagez vos informations à quelqu'un, il peut aller sur ce menu-là et vérifier quand vous êtes disponible pour un rendez-vous et sélectionner un jour de rendez-vous. Et dès qu'il le fait, ça vous envoie des notifications l'un l'autre pour caler le rendez-vous. Donc on a mis ça en place. Et pour l'autre produit, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est la pointeuse mobile géolocalisée qu'on a mis en place. Quand on a développé le produit, on s'est dit que les personnes qui auraient le plus besoin de cet outil-là sont des Camerounais de la diaspora, les Africains de la diaspora qui ont des activités ici en Afrique. Donc on a donc décidé de participer l'année passée à Back to Africa. On a pris un stand lors de Back to Africa, c'était au Palais des Congrès de Paris, où on est allé, on a rencontré justement les Camerounais de la diaspora. À l'époque, il y a une fonctionnalité que notre pointeuse n'avait pas encore. Donc, elle faisait exactement tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure là. Donc, vous avez la possibilité, quand votre employé arrive, quand il badge, vous êtes notifié directement qu'il est arrivé. Peu importe où vous êtes. Peu importe où vous êtes. Quand il repart le soir, il badge, vous avez l'information. Mais en plus de ça, ils nous ont tous posé un problème qui était que les systèmes qu'eux utilisent aujourd'hui sont des systèmes qui permettent justement de savoir que l'employé est venu le matin, il est rentré le soir, mais ils n'avaient pas de certitude que l'employé est resté travailler. Donc on a donc mis en place une solution aujourd'hui qui permet de, si l'employé sort du lieu de service pendant les heures de travail, son employeur est au courant. D'accord. Mais comment, enfin, pour mettre sur pied une technologie pareille, vous prenez combien de temps à peu près? Oh, c'est un projet sur lequel on travaille, ça fait déjà à peu près, c'est depuis 2020. Hein. C'est depuis 2020 qu'on travaille dessus. Vous avez présenté cela aux Camerounais de la diaspora et aux Camerounais vivant au Cameroun. Aux Camerounais vivant au Cameroun, justement, c'est cette année-ci qu'on va commencer à essayer de vendre le produit. La vérité, c'est quoi? C'est que quand on développe une solution technologique comme ça, là, on doit avoir ce qu'on appelle des bêta-testeurs. Les bêta-testeurs, là, ce sont nos premiers clients, les premiers clients qui nous font confiance. Donc, pour travailler avec eux, on n'a pas besoin de faire une grosse publicité sur le produit qu'on a mis en place. On va directement vers les institutions, on leur fait des propositions, ils acceptent et on travaille. Et dans ce cadre-là, on a eu la chance d'être accompagnés, parce qu'on présente ça comme un accompagnement, même comme ce sont des clients qui payent, par le programme des Nations Unies pour le développement, l'ordre des avocats, dont le barreau du Cameroun, l'ordre des vétérinaires, dont sont les 3 grandes institutions actuellement que je peux citer qui utilisent nos solutions. En réalité, c'est en travaillant avec eux qu'on a justement qui nous a permis d'améliorer notre système et le rendre suffisamment fiable pour être aujourd'hui capable d'être en fait pour être prêt aujourd'hui d'aller le présenter à toutes les entreprises qu'on cible. Mais les 3 entreprises qui vous ont fait confiance, est-ce qu'elles payent le prix ou bien en deçà juste pour attirer les autres? Non, elles payent le prix. J'ai même envie de vous dire qu'elles payent beaucoup plus que le prix. Le programme des Nations Unies, par exemple, pour le développement, il paye notre offre premium sur les 4. Par exemple, l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, eux, c'est un peu l'inverse. Sauf que, bon, eux, comme nous avons dû personnaliser un peu leurs outils, quand on voit le prix qu'on leur vend, les cartes et les outils, c'est à peu près la même chose. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui, hormis le marketing? Est-ce que vous pensez à faire grandir votre entreprise, à la développer davantage, à faire davantage de produits qui pourraient intéresser
toutes les bourses, parce que je suppose qu'un produit comme celui-là a quand même un prix conséquent. Est-ce que vous avez l'intention, enfin, quels sont vos projets? On a des projets d'extension, bien sûr. Notre objectif de fin juin 2026, c'est de conquérir le marché camerounais d'abord déjà. Donc, pour ce qui est des bourses, notre produit, en réalité, on l'a conçu pour que chaque couche ait son prix. On a une version complètement digitalisée, par exemple, de notre carte de visite où vous n'avez pas besoin du support. Donc, votre téléphone est capable de transférer vos informations dans le téléphone d'une autre personne. Vous voyez un peu. L'offre là-bas commence à partir de 2400. Il y a une offre de 2400, il y a une offre de 9400 si je ne me trompe pas. Quand on quitte de là, on a nos cartes de visite standard, par exemple. Là, c'est pour le professionnel, donc le professionnel stable, on est à pratiquement 12 000. On a les versions premium qui commencent... Oui, 12 000. On a les versions premium qui commencent à... C'est une seule carte. D'accord. On a les versions premium qui commencent à partir de 30 000. Et on a maintenant les chevalets de table. Oui. Donc, dans votre bureau, vous pouvez installer un chevalet de table, vous pouvez discuter avec quelqu'un, il veut votre contact ou il veut caler un rendez-vous avec vous, vous lui demandez simplement de scanner le QR code qu'il y a sur le chevalet de table. Wow. Mais bon, on touche à peu près, on intéresse vraiment à peu près tous les professionnels, tous les types de professionnels qui peuvent exister. Il serait vraiment important, bénéfique pour vous et même pour vos différentes cibles, d'être au courant de ce projet. Du moins, pour les cibles, il faudrait que tout le monde soit au courant du projet. Mais pour vous également, ça vous aidera à développer davantage vos produits, puisque l'argent entrera si les gens achètent. Et puis voilà. L'objectif. Voilà. Alors, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, est-ce que vous aurez quelque chose que vous aimeriez présenter, que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et qu'on ne vous a pas demandé? Oui, bien sûr. Donc, à partir de la semaine prochaine, chaque vendredi, notre entreprise va organiser des démodés. Donc, sera fait en présentiel et en ligne. En présentiel, on va recevoir 20 entreprises et en ligne, il n'y aura pas de limite pour ceux qui veulent assister en ligne. Donc, l'objectif justement est de présenter concrètement comment les différents systèmes que nous avons mis en place fonctionnent et comment est-ce que ça peut impacter les performances des entreprises. D'accord. Démodé. Oui, démodé. Ça s'écrit comment? En fait, c'est un terme pour dire que ce sont des démonstrations en fait. Ah d'accord. Comme nous sommes dans... C'est un terme technique? Oui, c'est un terme technique pour dire qu'on va faire des démonstrations de ce que notre produit est capable de faire à nos différentes cibles. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Mbom. Je vous souhaite beaucoup de courage et tout ce qu'il y a de bien pour votre entreprise. J'espère qu'elle va aller hyper loin. C'est l'objectif. Merci beaucoup, surtout pour l'opportunité que vous m'avez donnée de présenter ce qu'on fait. C'est rare de tomber, surtout pour des jeunes qui se lancent en entrepreneuriat, c'est rare de tomber sur des personnes qui prennent du temps et des ressources pour mettre en avant ce qu'on propose. J'espère que vous allez continuer. Oui, oui, on va continuer de toute façon, on va même aller plus loin. Alors, à vous, chers téléspectateurs, je dis merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. On va se donner rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. D'ici à ce qu'on y arrive, je vous souhaite de passer un très bon mois en compagnie des programmes de votre télévision.